c'est RFM, l'heure de remue-ménage à la présentation Pape Bess Diba. Je supplée juste Binta Diallo à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Vous la retrouverez dimanche prochain. Remue-ménage reçoit donc ce dimanche Dr Cheikh Gueye, chargé de prospective et stratégie à Enda Tiers-Monde, secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique, initiative de récupération de notre souveraineté intellectuelle et économique en Afrique. Docteur, bonjour. Bonjour, Pape. Avec nous aussi, Mamadou Seck, analyste politique, directeur du cabinet Synapsis Consulting. Mamadou, bonjour. Bonjour, Pape Bess. Alors, l'actualité politique avec les soubresauts à l'APR. Mamadou Seck, quelle lecture faites-vous de la situation que traverse l'APR marquée par l'exclusion de Moustapha Diakhaté? Je pense que c'est un peu les travers d'une gestion unilatérale d'un parti qui est au pouvoir et qui, je pense, n'a pas été assez préparé, n'a pas été éprouvé, comme le fut par exemple le Parti démocratique sénégalais, même si à la fin ils ont connu aussi quelques difficultés. Mais c'est un parti qui n'a pas duré dans l'opposition. Le temps de sa création et de son accès au pouvoir ne lui a pas permis de mettre en place des réceptifs qui sont assez viables pour lui permettre de résister à de telles difficultés. Il faut juste comprendre que la vocation originelle d'un parti politique, c'est un espace de dialogue, un espace de débat. Il n'y a pas de dialogue? Il n'y a pas de débat, puisque ça renseigne sur l'absence de débat au sein de ce parti. L'autre vocation du parti, c'est un espace de socialisation. On forme des gens, l'idéologie, etc. Et la troisième vocation, c'est la machine électorale pour accéder au pouvoir. Maintenant, c'est un trépied. S'il manque un pied, il y a un déséquilibre. Et on est en train de vivre ça. L'APR qui n'a pas su gérer cet événement-là renseigne à suffisance sur l'absence de mécanismes internes qui lui permettent de réguler ces genres de difficultés. Je suis tenté de convoquer Michel Daubry qui disait que les crises sont utiles aux structures et aux sociétés. Je pense que l'APR aurait pu gagner en l'appréhendant sous ce prisme-là, comprenant que c'est une crise qui pourrait lui être utile si elle met en place des mécanismes pour réguler ça, pour gérer ça en interne. On est presque en train de vivre un peu le processus de la radicalisation classique. Justement, on met en place. Passer par la conciliation, c'est la médiation, absolument. Mais une décision extrême, l'exclusion. Carrément. On vous prive de vos droits, vous vous sentez marginalisé, on vous exclut et vous utilisez la voie la plus radicale pour vous faire entendre. Et on a vu que le message de Moustapha Diakhaté est en train de se durcir. Donc on part vers le clash alors qu'on aurait pu gérer ça et régler ça en interne. Mais ça, c'est le mal de presque tous nos partis politiques. Le PDS avait exclu, le PS avait exclu. Ironie de l'histoire, celui qu'on avait exclu, ils se sont retrouvés dans la même coalition plus tard, Malick Noël Seck. On l'avait exclu parce qu'on lui interdisait de prendre la parole ou d'exprimer d'autres sons de cloche au sein du parti. Finalement, la coalition de 2019, là, ils se sont retrouvés tous autour de Macky Sall. C'est cocasse. C'est dire qu'en fait, ce n'est pas les bonnes approches. Ce n'est pas les bonnes approches. Et je ne pense pas que c'est le débat de Moustapha Diakhaté qui annonce une fin de règne. C'est plutôt la réaction qui a été de l'exclure qui peut faire que il y aura d'autres départs peut-être, d'autres divergences en interne qui pourraient causer du tort à l'APR. Justement, docteur Cheikh Gueye, êtes-vous de ceux qui pensent que la situation actuelle de l'APR est une manifestation ou un signe d'un parti en fin de règne? Bonjour d'abord à tous les auditeurs et aussi à Mamadou, même s'il ne m'a pas apporté mon petit déjeuner. Je me félicite de participer à cette émission ce matin. Je remercie de l'invitation. Mais pour répondre à la question, et en complétant ce que disait Mamadou tout de suite, je pense qu'on est dans une situation classique au Sénégal. On est dans une situation qui est là depuis 1960. N'oublions pas, tous nos partis politiques sont nés de fractions. Nous avons un jeu politique fractionniste et factionniste. Fractions, donc tous les partis se sont dédoublés, se sont triplés, et c'est pour ça que nous avons autant de partis. Chaque fois qu'il y a un mécontentement, chaque fois qu'il y a un désaccord, le premier réflexe de la personne, c'est de créer un courant
un mouvement, ou voire un autre parti. Donc ça, c'est disons, quelque chose qui est consubstantiel au jeu politique sénégalais. Maintenant, qui a posé cet acte? C'est Moustapha Diakhaté. C'est mon ami. J'ai partagé la classe en géographie avec lui à l'université il y a quelques années, et c'est même un parent. Et je le connais donc depuis plus de 30 ans. C'est quelqu'un qui a des convictions chevillées au corps, qui a une authenticité aussi même dans son comportement de tous les jours, qui revendique un certain nombre de principes et de valeurs. Et ce n'est pas un hasard si on a connu la même situation avec lui en fin de règne du président Abdoulaye Wade, et que actuellement il initie, disons, une tentative de renouveau du parti de l'intérieur. Pour le moment, c'est ce qu'il revendique. Maintenant, on peut se demander comment est-ce que ça soit l'APR, le PDS, le Parti socialiste, gère ce type de situation. Pour moi, c'est une gestion simpliste, assez fermée, autoritaire. Parce que justement, ce que reflètent nos partis, c'est, voilà, comme des fans clubs. C'est créé par des personnes. C'est géré de manière très paternaliste. C'est ça, comme ça que fonctionnent nos partis. Je ne dirais pas que c'est propre au Sénégal, hein. Si on élargit un peu en Afrique, aux États-Unis, en France, ailleurs, le jeu démocratique lui-même fonctionne un peu comme ça. Et donc, il n'est permis aucune contradiction. Le parti appartient à une personne qui est presque un roi, ou un demi-dieu. On n'a pas le droit de le critiquer. C'est ça. L'inanité un peu du jeu démocratique au Sénégal, c'est cela qui en est peut-être la principale cause. On ne s'engage pas en politique, et d'ailleurs on ne sent plus les idéologues des partis. On ne sent plus les contradictions idéologiques, politiques ou stratégiques. Ce qu'on sent, c'est des rapports de force entre des personnes. Des rapports de force parfois gagnés par des gens qui sont d'un niveau pas si élevé que ça, mais qui ont une base, qui ont de l'argent. Donc d'autres facteurs entrent en ligne de compte dans la création des partis, dans leur fonctionnement. Et c'est pour ça que nos partis ne sont plus viables. Et nous sommes dans une situation véritablement de crise de la démocratie, parce qu'il y a une crise des partis politiques. J'espère qu'un jour, on arrivera à imaginer une porte de sortie, en tout cas une refondation de notre jeu politique qui, disons, si je vous comprends fait que bien, les partis politiques soient réformés, refondés. Doivent pouvoir s'accommoder de l'existence de courants en leur sein. Absolument. Un parti politique, c'est une conjonction de personnes qui viennent d'horizons divers, d'obédiences diverses. Donc, forcément, ce sont des gens avec des identités diverses. Et donc, la conjonction ne doit pas tuer la diversité. Et donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi dans le jeu politique sénégalais, on n'arrive plus à débattre, on n'arrive plus à réfléchir sur les contenus, sur la substance. On ne débat que sur les aspects superficiels. Bon, je pense que les médias aussi ils jouent un rôle très très important, parce que c'est un peu, et aussi les Sénégalais qui l'achètent, parce que tous les matins c'est telle personne a répondu à telle personne a attaqué telle personne. Il y a un langage très violent,
Et ça, c'est ce que reflète aujourd'hui le jeu politique sénégalais, malheureusement. C'est une critique que vous faites aux médias. Voilà, c'est une critique gentille et positive. Mamadou, alors, n'y a-t-il pas de risque pour le parti, bien sûr, que l'exclusion ou le départ, c'est selon de Diakhaté, charrie tous les frustrés en désespoir de cause, en se disant, il ne reste à Macky Sall que 4 ans? Mais bien sûr, c'est le danger et on est en train de voir certaines voix s'élever pour dire qu'ils ne sont pas pour ce départ-là. Et essentiellement, je pense que on vit la tyrannie de la pensée unique dans les partis. C'est un unilatéralisme et on a vu ce que ça nous a valu au début des années 2000 avec Bush à la tête des États-Unis. Un unilatéralisme, c'est blanc ou noir. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Et si vous êtes contre moi, je vous combats. Et finalement, on a vu que ça, c'est une pensée unique qui n'a pas de contradiction, risque de tourner à vide et de vivre sa belle mort. C'est le danger, justement, qui guette un parti qui exclut toute forme de contradiction en son interne et qui pourrait finalement lui causer du tort. Et bien évidemment, ça peut être le début d'une vague de départ ou de contradiction, le parti gagnerait à les gérer en interne, plutôt que, comme l'a dit Cheikh, de chercher des solutions simplistes qui consistent juste à amputer le bras qui gêne, plutôt que de chercher à le guérir. C'est un peu comme on dit, cauter sur jambe de bois. Je pense que l'autre question, c'est est-ce que le parti APR va être construit, reconstruit ou refondé pour survivre au président Macky Sall? Tout à fait. J'ai l'impression que ce parti est né, son destin, c'était d'élire Macky Sall et de l'accompagner. Mais est-ce que ce parti a un avenir en dehors de lui? Est-ce que... Je pense que au fond, c'est cette question qui est posée. Tout à fait. Est-ce que des gens à l'intérieur du parti peuvent avoir des initiatives pour redonner un nouveau dynamisme au parti, une meilleure organisation, pour que ce parti soit un parti de règne en dehors de la personnalité du président de la République actuelle. Et c'est à cette question, il faut que les membres du parti, que le candidat élu Macky Sall, élu par son parti d'abord, en tout cas avec son appui, puisse aussi y répondre. Bon, donc on leur laisse la réflexion, mais je pense que il faut quand même, dans notre jeu politique actuel, notamment avec les nouvelles générations, que la manière de faire la politique change, parce que sinon notre démocratie continuera à être une démocratie de façade, une démocratie violente, une démocratie qui n'encourage que la dispute, que les... voilà, et ça pour moi c'est très dommageable pour un pays comme le Sénégal. Mamadou, est-ce que ce déroulement de fonctions, président de la République, président du parti, est-ce que c'est même pas là le problème? Ça a toujours été le problème, on en a toujours parlé, c'est le palais qui héberge les réunions de l'APR, et pourtant c'est un président qui s'était engagé à ne pas suivre ces mauvaises pratiques-là. Et pourtant, une fois arrivé au pouvoir, à perpétuer ces pratiques. C'est dire que l'éthique de conviction dont parlait Max Weber diffère de l'éthique de responsabilité. Une fois arrivé au pouvoir, qu'on se met en face de ces responsabilités et qu'on assume les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale. C'est à croire qu'on véhicule toujours cette maxime de l'ancien Pasqua, qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, les acteurs politiques. Mais fondamentalement, c'est un vrai problème. C'est une question de fond qu'il faut évoquer. C'est cette superposition du président du parti au président de la République qui ne fera que causer du tort à un président qui sera fondamentalement empêtré dans des débats politiques de son parti et qui, en un moment donné, fera cette forme de conflit d'intérêts entre les deux positions.
Et on a vu hier qu'on dit que le président entérine l'exclusion. Absolument, il a approuvé. Il a approuvé. Lors de la réunion du secrétariat exécutif. Alors, il s'attire un autre débat auquel il aurait pu se débarrasser en laissant le parti le gérer et le gérer en toute responsabilité. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de mise en garde à toutes les velléités de rébellion ou de dissidence? Mais ça, il l'a fait depuis. Ça, je pense que c'est un acte de plus parce qu'il a annoncé la couleur depuis. Que plus personne ne parle de mon mandat, que plus personne ne parle de ce mandat. Et ceux qui l'ont fait ont été exclus. Donc, c'est dire que finalement, c'est toujours cette loi de la pensée unique, mais qui ne grandit pas le président de la République. Je ne pense pas que, avant qu'il n'accède au pouvoir, il avait imposé cette ligne aux militants. Je pense qu'il avait laissé la parole et même encouragé la prise de parole pour que des contradictions puissent se faire et que de bonnes solutions puissent être apportées dans les orientations du parti. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si cette phobie-là du président Mitterrand en fin de règne, où c'était un président sans pouvoir. Alors que il vient d'accéder au pouvoir à un second mandat, je dirais, et qu'il a encore 4 ans devant lui. Tout dépend maintenant des mécanismes qu'il mettra en place pour se protéger lui-même et au moins laisser quelque chose à l'histoire. Parce que certaines pratiques ne le grandissent pas et ne grandissent pas le jeu politique sénégalais dans son ensemble. Parce qu'on va, comme le dit Cheikh, il faut de cette histoire-là extrapoler et sortir même et appréhender l'environnement politique et le jeu des acteurs politiques. Et en réalité, c'est comme si, en fait, c'est une ritournelle. On revit les mêmes processus, les mêmes histoires. Des départs, comme l'a dit Cheikh, on est à 332 partis aujourd'hui. Peut-être que pendant que je parle, d'autres partis sont en train de se créer. Parce que justement, le militantisme est en train de partir comme un autre boudin. Plutôt que de militer dans une section du même parti à Fongolimbi, je contourne et je crée un parti moi-même, plutôt que d'être un militant de seconde zone. Et 332 partis pour une démocratie comme celle sénégalaise, je pense que ne nous grandit pas. Et fondamentalement, la responsabilité incombe à ceux qui gèrent les affaires. Et au premier chef duquel, le président de la République. Bon, peut-être le dialogue pourra trouver une solution à cette situation. D'ailleurs, que ça nous mène directement au dialogue national. C'est le deuxième point de notre débat. Docteur Chergueï, le dialogue semble s'être mis sur les rails avec la mise en place des commissions et du bureau. Mais est-ce que vous pensez que le dialogue est assez inclusif pour donner des résultats probants? D'abord, sur le dialogue, dans le principe, dans notre pays, le dialogue est important. Il est aussi, disons, un élément de fonctionnement de notre géopolitique. Nous fonctionnons en cycle. Après des périodes de confrontation, de grandes contradictions, il y a toujours des moments de retrouvailles, des moments de dialogue. Donc on l'a connu dans le passé avec des consensus, notamment sur les questions électorales. Et ce dialogue peut être considéré comme s'inscrivant dans cette logique. Maintenant, moi-même, j'ai participé au lancement des 2 dialogues. J'ai représenté les ONG et le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Pour moi, ce sont 2 déceptions. Parce que c'était plus dans le cérémonial que dans les contenus. Et un dialogue comme celui-ci, avec un délai de 3 mois, va peut-être aller un peu plus loin. Maintenant, avec les retours que j'ai de nos amis qui sont... 3 mois, c'est long pour vous? Non, c'est normal. C'est normal. C'est un minimum. C'est un minimum si on veut justement, et on va y revenir, si on veut parler de la démarche. Qu'est-ce que c'est que le dialogue national? Est-ce que c'est une consultation des acteurs politiques et de quelques acteurs de la société, économique, religieux et tout ça, syndicats, ou bien c'est un dialogue avec le reste du peuple sénégalais? Je pense que 60 ans après notre indépendance, c'était un moment important pour se poser la question. D'où nous venons et où est-ce que nous voulons aller? Quel est notre bilan?
en tant que société, en tant que nation, en tant qu'État, quel est notre bilan politique, notre bilan dans l'économie, dans le culturel, c'est ça. Pour moi, ça aurait été une très bonne opportunité. Mais tel que ça fonctionne, franchement, avec des disputes qui concernent les questions disons, de coordination de commission, questions pécuniaires. Ça aussi, j'ai entendu un peu. Le fait qu'on ait, disons, une absence ou une présence insuffisante des femmes, des jeunes. Je ne vois pas les organisations de jeunes les plus dynamiques de ce pays représentées. Il y a un problème de représentation des différents secteurs de notre société dans le dialogue national. Et je sais, je suis informé du fait que même les convocations sont très mal faites. Il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui sont pourtant dans le comité de pilotage, qui ne sont pas au courant quand on convoque. Donc il y a énormément de problèmes d'organisation, mais ça ne me surprend pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de secteurs de notre espace national qui ne connaissent pas ce que c'est réellement la démarche d'un dialogue. Comment organiser de manière concrète un dialogue inclusif? Est-ce que tu consultes les gens par questionnaire? Est-ce que tu consultes les gens par des enquêtes? Est-ce que il y a l'absence aussi des chercheurs? Je pense que tous les gens qui mettent tout leur temps, jour et nuit, à comprendre la société sénégalaise, à voir quelles sont les solutions dans les secteurs de l'économie, que la plupart des gens qu'on entend dans l'espace public, qui s'expriment, qu'on ne retrouve pas au dialogue national, ça c'est un véritable problème. Le dialogue, chaque commission manquera d'expertise. J'ai entendu, puisque nous n'avons pas, personne, en tout cas en dehors du dialogue, n'a les termes de référence de ce dialogue-là et des différentes commissions. Mais quand on n'a pas des experts dans certaines commissions, pour moi, il va être difficile que cette commission ou que chaque commission aille très loin dans la réflexion et puisse sortir les solutions les plus convergentes pour les Sénégalais. Après, qu'est-ce qu'on va faire des résultats? Est-ce qu'on va les transmettre directement au président de la République? Ou bien on va prendre les résultats et demander au peuple sénégalais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que les gens pensent sur les solutions qu'on va proposer au président de la République? En tout cas, il s'est engagé à appliquer toutes les conclusions. Oui, mais en tout cas, si tel que le dialogue fonctionne aujourd'hui, j'espère qu'avant le président de la République ne dise je dis oui à tout, qu'il va quand même consulter le reste qu'il y aura une démarche. On n'a pas besoin d'un référendum pour ça. On n'a pas besoin. Mais il y a des modes de consultation qui sont pertinents que la Commission nationale de réforme des institutions, par exemple, avait utilisé. Donc il y a des démarches et il faut que les gens se dotent de l'expertise nécessaire pour que cette réflexion soit productive, soit utile, mais surtout qu'elle embrasse l'avenir, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas prendre aussi des acteurs qui ont joué un rôle très important dans notre espace public dans les années 70, dans les années 80, et leur demander de penser notre avenir, alors que les jeunes sont là. Ça, c'est ça qui est incompréhensible, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes sur ce qui va en ressortir. Mamadou Seck, l'un des arguments brandis par les pourfendeurs du dialogue, c'est de dire il y a eu les assises nationales dont Macky Sall a signé la charte de gouvernance. Sous son magistère, il y a eu aussi la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. Ce dialogue aussi va finir comme ses initiatives précédentes. Voilà ce que disent, entre autres arguments, ou ce qu'ils brandissent, ces pourfendeurs du dialogue. Alors, je voudrais d'abord commencer par dire qu'on ne dialogue jamais trop dans une démocratie. Le dialogue est toujours utile et ça permet justement de prendre d'autres formes de légitimité puisque, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est à un instant T qu'on l'a élu.
Entre-temps, la légitimité peut s'effriter, peut s'user, peut s'affaiblir. Et c'est là où, par exemple, dans les démocraties dites avancées, on fait des sondages à un moment donné. Parce qu'on comprend que les légitimités s'effritent. Et que donc, pour mettre au jour ces formes de légitimité, pour mettre en adéquation l'offre et la demande, puisque c'est comme ça qu'on doit réagir dans une démocratie. On n'est plus que des citoyens, on est des clients, finalement. Et que donc, ce qu'on nous propose doit être en adéquation avec ce que nous demandons. Alors, les sondages viennent justement combler ces différences-là entre l'offre et la demande, parce que l'offre est en train de tomber en désuétude par rapport à la demande. Et donc, on dépoussière les légitimités. On cherche à trouver des leviers sur lesquels on s'appuie pour améliorer un peu l'offre. Et le dialogue peut venir, quelque part, jouer ce rôle-là. Encore faudrait-il que ce soit un dialogue sincère. Parce qu'on ne sait pas... Il ne faut pas qu'on nous fasse le coup du premier lancement qui était un cérémonial, mais qui était là que pour entériner une décision. C'était de libérer un détenu politique. Alors, ici, il ne faudrait pas que ce soit des desseins inavoués. Il ne faut pas que ce soit des desseins inavoués. Il faut qu'on soit sûr que ce qu'on veut faire reflète la réalité des attentes, mais aussi de ce qu'on nous offre comme proposition. Alors, moi, j'ai expérimenté 2 cadres de dialogue. Le premier était le comité ad hoc des assises nationales. J'ai assuré le secrétariat du temps où j'étais au Forum civil. Et on savait où on voulait aller. C'est là où, en fait, c'est là la pertinence de ces propos. La méthodologie et l'approche. Mais également, les expertises dont on s'entoure. On doit s'entourer. Et je sais que c'était... ENDA, d'ailleurs, qui avait proposé la méthodologie des assises nationales et qui a permis de lancer le processus, qui a abouti. Là où on a ce goût d'inachevé, c'est l'application de la charte des assises nationales. Maintenant, c'est presque la même méthodologie, si je ne m'abuse, pour la CNRI, avec presque les mêmes acteurs qui ont managé. C'est ça. Et qui a produit aussi un document de qualité. Documents de qualité. Sur commande de l'actuel président. Mais quand même avec une certaine liberté. Parce que pour qui connaît les composantes de la Commission nationale des réformes, c'était des gens quand même de hautes personnalités qui sont libres, qui ont un esprit libre, qui ont cette liberté de ton et qui ont cette expertise et l'expérience qu'il faut. Donc, qui n'ont pas été manipulés. Pour preuve, les propositions qui ont été avancées ont peut-être dérangé au plus haut niveau. C'est dire vraiment l'approche qu'ils avaient et cette liberté qu'ils avaient de faire des propositions de qualité. Finalement, il ne faut pas qu'on nous fasse sur ce coup le coup du coude sur les dossiers. Tout simplement. Il faudrait quand même qu'on puisse arriver à terme. Le deuxième cadre que j'ai eu le privilège d'intégrer et qui a été un cadre pertinent de dialogue, sans la lettre, c'est le comité de veille des élections. En 2010, 2011, 2012. Et pendant que les gens s'échinaient sur le terrain, mais c'était des travaux techniques qui se passaient au sein de ce comité sous la présence de Mazin Ndiaye et qui nous a valu un code électoral accepté de tous et qui nous a permis d'aller à l'élection présidentielle de 2012. Donc ici, les 2 cas corroborent ce que Cheikh dit, c'est qu'il nous faut un tableau de bord et qu'on puisse savoir où on veut aller. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur des principes, mais qu'on puisse faire des propositions opérationnelles pour savoir où est-ce qu'on veut aller et justement, quelle sera la finalité et que fera-t-on de ce document-là. Essentiellement, il faut qu'on nous dise ce qu'on fera de ce document. Ce qui peut rassurer peut-être, c'est éventuellement la personnalité des composantes. Peut-être qu'ils ne se laisseront pas faire et qu'ils auront des gages avant même de s'engager dans ce débat, sinon ce sera, comme on dit, pédaler à côté du vélo. Mais on a vu aussi un débat ou une sorte de dispute entre le président de la commission politique et le président du comité national du dialogue, Famara Ibrahima Sagna. La commission politique qui refuse toute tutelle de la commission. Oui, mais plus globalement, je pense que ce qu'il faut redouter, c'est une prise d'otage des politiques sur le dialogue national. C'est ça aussi. On a et d'après les bruits qui me viennent de l'intérieur, c'est véritablement ce qui risque de se passer. Qu'on se mette
à ne discuter que politique, alors que le dialogue national, c'est une opportunité, encore une fois, 60 ans après notre indépendance, de discuter d'autres choses. Tout à fait. On discute trop rarement de ce que notre éducation doit devenir, comment le refonder, comment... de quelle place le religieux doit avoir dans ce système éducatif, comment refonder le système traditionnel d'éducation, comment revoir notre système de santé, comment la protection sociale en général, comment redonner à la famille sa capacité de transmission des valeurs que nous avons. Où est-ce qu'on discute de ça? Nulle part. Et c'était l'occasion, surtout qu'on a invité des traditionalistes pour discuter de ça, pour redonner une place plus importante de ces questions-là dans le dialogue. Et on va, malheureusement, je pense qu'on ne va pas dans cette direction et j'espère que je me trompe. Alors, avançons un peu avec cette question à la fois sociétale et juridique. Il s'agit notamment de la proposition de Seydi Gassama de Amnesty International, section Sénégal, proposition portant dépénalisation du cannabis. Cher Gueye, comment comprenez-vous une telle proposition ou idée? Bon, je pense que c'est une proposition que je ne comprends pas. En tout cas, personnellement, j'ai du mal à la comprendre. Je pense qu'il faut éviter d'importer des solutions de l'extérieur. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas les Pays-Bas, où il y a des cafés, coffee shop, où tu peux entrer, fumer ton joint et repartir. Nous sommes au Sénégal. Déjà, on fait beaucoup d'efforts pour interdire, pour en tout cas décourager les gens par rapport à la cigarette. Donc, si tu permets aux gens de se droguer, parce qu'il faut le dire, aucun Sénégalais ne fume pour se soigner. Ça aussi, c'est une conception occidentale des choses. Les Sénégalais qui fument le chanvre, ils le fument pour se droguer. Donc, si on fait une proposition... Et on dit c'est la porte ouverte aux autres drogues. Exactement. Donc, vraiment, pour moi, c'est même pas la peine de trop s'épancher sur cette question. Je pense qu'il y a un rejet général de la proposition. Et ce que je reproche souvent aux organisations des droits de l'homme, c'est de chercher toujours le plaquage. C'est-à-dire de toujours plaquer des solutions conçues ailleurs, ici. Même quand on parle de droits de l'homme, on doit rechercher une conception propre des droits endogènes de nos droits de l'homme et tenir compte aussi des réalités de nos sociétés. Et donc, pour moi, rien que sous ce rapport-là, c'est une position à complètement jeter à la poubelle. Ah bon. Si je peux mais Mamadou, mais pour autant, est-ce que le Sénégal doit faire l'économie d'un tel débat? Je pense que Seydi Gassama, je ne suis pas dans le secret de sa pensée, hein, mais peut-être qu'il le disait par dépit. Peut-être face à un combat qui n'aura pas porté fruit, face à des stratégies qui ne sont pas utiles. Et c'est un coup de com' qu'il a fait, quoi, pour chercher justement à frapper les consciences. Justement, on en parle maintenant. Peut-être que c'était ça qu'il voulait, qu'on puisse poser le débat ou chercher à trouver des solutions face à l'utilisation de cette... En tout cas, il y a eu un recadrage de l'UMS, l'Union des magistrats. Mais même, j'ai entendu son organisation, un des membres qui disait qu'il n'a pas parlé au nom d'Amnesty, mais il a parlé en son nom propre. Peut-être que c'était pour justement nous provoquer, pour qu'on puisse poser le débat. Peut-être que c'est face à une inefficacité des stratégies de lutte, etc., qu'il le disait. Mais je ne pense pas, je me trompe peut-être. Est-ce que fondamentalement, il le disait pour qu'on puisse libéraliser? Parce que ce n'est pas une proposition qui puisse être une réponse face à cette menace-là. C'est complexe. C'est difficile à gérer. Figurez-vous, c'est 400 millions de dollars en 2018 qui a été brassé par ce phénomène de drogue, de trafic, etc. Plus que le cacao, 368 milliards de dollars.
C'est à croire qu'on consomme plus de la marijuana que du chocolat. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut l'appréhender pour voir que c'est complexe. L'OTAN est présent en Afghanistan depuis 20 ans. N'est pas parvenu à gérer cette culture du pavot en Afghanistan. Donc, ça renseigne sur la complexité. Je pense que plutôt que de chercher des réponses comme ça qui peuvent heurter, c'est au moins d'aller vers une synergie des acteurs, travailler à ce que chacun puisse apporter sa proposition sur la table et qu'on puisse trouver des solutions. Parce que le Sénégal, je pense que le Sénégal, quand même, n'est pas laxiste, n'a pas de politique laxiste de trafic de drogue, etc., même si on impute à certains responsables d'être empêtrés dans ce truc-là. Mais je pense que, comme le dit Cheikh, si on prenait Seydi au mot, je pense qu'on pourrait dire c'est pas la solution. C'est pas la solution. Ceux qui l'ont fait, le Canada, mais c'est sur des années. C'est le dernier qui a légalisé. C'est sur des années qu'ils ont réfléchi à ça. Ils ont mis en place des systèmes de contrôle, mais très durs, de l'accès à la drogue, ce qui a fait que maintenant, ils ont presque réglé cette question-là d'accès clandestin. Maintenant, c'est maintenant qu'ils ont posé cette loi, mais avec essentiellement comme principe, c'est de faire en sorte que l'argent de cette vente-là n'atterrisse pas entre les mains de criminels. Donc, c'est aujourd'hui des gens comme vous et moi, bien sous tout rapport, qui cultivent, qui cueillent, qui conditionnent et qui vont vendre. Et vous ne pouvez pas acheter plus de 5 grammes. Et vous ne pouvez pas le faire 2 fois dans la semaine. Et tout est systématisé, il y a une maîtrise des données, etc. Ce qui fait que finalement, on contrôle l'information. Et c'est le défi du développement aujourd'hui, le contrôle de l'information. Absolument. À partir du moment où on parvient à le faire, on peut initier ce genre de politique-là et puis accompagner, puisque le Canada a mis 46 millions de dollars sur 5 ans pour accompagner en termes de prévention, en termes d'éducation, en termes de sensibilisation. Mais nos États sont tellement faibles, les frontières poreuses, une absence totale de la maîtrise de l'information. Le taux de croissance même fait objet de débat. On dit 5%, l'autre dit 6%, le ministère et la direction des statistiques ne sont pas en adéquation. C'est dire qu'on a même des soucis de maîtrise de l'information. Donc, à partir de ce moment, ces genres de lois sont à jeter à la poubelle. Mais cher, la police ou la gendarmerie, quotidiennement, nous annonce des saisies de quantités importantes de cannabis. Cela veut dire, en face, qu'il y a une demande. Il y a une demande, c'est vrai, mais nous sommes surtout devenus un pays de relais, c'est-à-dire de transit. Parce que les quantités qui nous viennent du Mali, avec les camions maliens, on en prend beaucoup, qui venaient du train à un moment donné. Les quantités qu'on prend partout dans nos frontières, à l'aéroport, au port, montrent que nous avons passé un cap en termes de quantité de drogue qui transite dans notre pays. Sans doute aussi que nous avons passé un cap dans la qualité du contrôle. Et c'est pour ça qu'on attrape plus et que c'est plus dans les médias. Mais plus fondamentalement, je pense qu'on peut relier cette question à la question de l'insécurité. De l'insécurité en termes de données, effectivement de maîtrise de l'information, mais de l'insécurité en général. La drogue ne peut pas être déliée de la question de l'insécurité. Sûr. Parce que c'est un des moteurs. Beaucoup de gens qui agressent ou qui organisent le grand banditisme sont aussi dans ce trafic. Donc, le trafic de drogue est pour moi quelque chose qu'il faut véritablement remettre sur la table comme un élément de prise en charge, ou en cas de reprise en main de notre pays. Nous sommes en train de devenir un pays, voilà, je ne sais pas comment dire, mais un pays où la drogue joue un rôle très important dans l'économie. Et une des causes les plus importantes de la corruption.
Donc voilà, d'un point de vue général, je pense qu'il faut aussi considérer cette question sous cet angle-là. Pas seulement sous l'angle de sous la consommation, mais aussi d'une approche plus systémique. Tout à fait. Mais ça nous permet de voir que, d'interroger en tout cas la place qu'occupe notre pays dans la géopolitique de la sous-région. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est un îlot où on peut mener encore des affaires louches, mais dans une situation pacifique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens commencent à passer par le Sénégal. Et le Sénégal commence à devenir un pays indispensable dans ces trafics-là. Pour moi, c'est une question très importante. Ça mais on y reviendra dans On est directement d'ailleurs à notre dernier point. L'insécurité dans le Sahel, Mamadou Seck. Les attaques djihadistes sont devenues le lot quotidien de certains pays dans cette partie ouest africaine, le Niger, le Mali, le Burkina. Qu'ont fait ces pays pour vivre une telle situation? Alors, on serait tenté de convoquer Maurice Orive qui parlait d'État clé en main. On a hérité des États sans comprendre c'est quoi les fondements, c'est quoi cette poutre-là, c'est quoi, comment on a fait le toit, etc. État clé en main, qui fait que vraiment on a plaqué. Ce qui fera dire plus tard d'ailleurs à Jean-François Bayer que la greffe n'a pas tenu. Et c'est de là qu'on pourrait lire toutes ces formes d'instabilité-là. Le Mali, je pense que fondamentalement, c'est un problème historique lié à ces rébellions Touareg, mais dont le soubassement est le territoire. C'est un défi, la gouvernance territoriale du Mali. Vous savez que le Malien qui est en haut, là-bas, à Kidal, se sent plus proche d'Alger que de Bamako. Et à partir de cela, c'est des rapports distendus et une crise de la nation et même de l'État-nation. Vous allez au Burkina Faso, je pense qu'ils vivent les soubresauts du départ de Compaoré, qui pendant très longtemps a maîtrisé ce pays et s'est pensé plus qu'il n'en pensait la nation, en se dotant d'une garde présidentielle tellement forte le GRP. Et en laissant de côté l'armée qui n'était pas préparée, qui n'était pas équipée et qui aujourd'hui justement on le vit parce qu'elle n'est pas capable aujourd'hui cette armée-là de faire face à ces formes de rébellion. Le Niger pareil, gouvernance territoriale, faiblesse historique, trajectoire historique d'un État faible qui a eu des difficultés à avoir un dirigeant digne du nom pour ne serait-ce que gérer les fondamentaux de l'État. En plus maintenant de cette exploitation, on dit de l'uranium, et on sait vraiment tout ce qu'il y a comme phénomène autour de déstabilisation, de pratiques, de velléité, de fractions pour pouvoir maîtriser cet espace-là, etc. Bon, voilà l'environnement dans lequel nous vivons face à un système de conflit né de la crise de la Libye, justement, où vraiment toutes les velléités de stabilisation se sont effondrées et on a envahi notre espace. Aujourd'hui, cette crise-là frappe à nos portes, puisqu'avant-hier, on a parlé d'attaques à la frontière malienne. C'est dire qu'il faut nécessairement une synergie des acteurs et se dire que le tout sécuritaire n'est pas la réponse. Il faut nécessairement, comme je pense que les débats du Forum sur la paix et la sécurité, dont je suis membre de la commission scientifique, y ont travaillé en proposant des solutions et développer des approches collaboratives avec les populations. Parce que maintenant, on est en train de voir d'autres types d'attaques, d'autres formes. On n'attaque plus les militaires, on n'attaque plus les bâtisses. C'est maintenant, on attaque les communautés. Donc, il faut aller vers ces communautés, développer des systèmes d'information et de renseignement à la base pour chercher à y apporter des solutions, puisque je pense que c'est en train de prendre les tournures d'une guérilla. C'est des gens comme vous et moi qui sont dans les localités, qui peuvent attaquer. Et le soubassement n'est plus, je pense, fondamentalement religieux, mais c'est des pratiques de politisme. Cher, on a vu au Burkina le recrutement de jeunes massifs qu'on va former, à qui aussi on va donner des armes, ils vont collaborer avec les forces de sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse à ça? Disons que devant le manque de solutions,
c'est une question, en tout cas une approche qui peut aussi être défendable. Mais je pense que, bon, Mamadou a bien campé les choses. Je pense que si on a aujourd'hui cette situation, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, des facteurs internes, mais aussi des facteurs externes. Bon, le facteur, c'est vrai, faiblesse de l'État, avec des territoires immenses, où l'État est non seulement faible, mais parfois il est complètement absent. Absent du point de vue de ses institutions, mais aussi du point de vue de son action. Tout à fait. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, où le citoyen du pays n'appartient pas véritablement au pays, n'a pas été formaté pour appartenir à ce pays. Mais ici, dans cet immeuble, nous avions rédigé avec Enda Diapol il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle Dynamique transfrontalière en Afrique de l'Ouest avec les collègues. Et ce qu'on avait montré, c'était qu'il y avait un peu partout en Afrique de l'Ouest des zones qui étaient plutôt des zones d'intégration, des triangles d'intégration. C'est Maradi, Katsina, Kano, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, et même là, ici, la Sénégambie méridionale, entre la Gambie, la Guinée-Bissau, la Casamance, pour montrer que ce sont des zones d'intégration qui intègrent les populations en Afrique de l'Ouest, qui intègrent les populations du Sahel et des restes des pays, mais qui sont surtout des zones qui étaient parfois homogènes mais appartenant à 3 pays en même temps. On parle maintenant du Liptako Gourma. Parce que, justement, ces zones ont toujours été des zones très fortes d'intégration. Depuis quelques années, ce sont dans ces mêmes zones qu'on retrouve le plus de conflictualité. Parce qu'on n'a pas su gérer les différents historiques entre éleveurs et agriculteurs, entre les gens qui tiennent des trafics et des gens qui ne sont pas dans ces trafics. Les conflits communautaires. Et les conflits communautaires. Ça aussi, c'est un facteur très, très important que nos États n'ont pas su gérer. Et ça, on ne peut pas le gérer avec des armes. C'est une gestion au long cours. Donc, avec des systèmes éducatifs, avec des investissements massifs dans les infrastructures qui intègrent les gens dans des structures ou des armatures étatiques fortes. C'est ça qui a manqué un peu partout dans le Sahel. Et pour moi, ce n'est pas trop tard. Même pour nos pays, c'est-à-dire des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui sont des pays côtiers, qui n'ont pas encore été vraiment frappés par la profondeur de ces crises, qu'on puisse prévenir en consolidant notre cohésion sociale. Et ça nous permet de regarder encore le dialogue national, quelle fonction il devrait avoir. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin de voir quels sont véritablement les moteurs et les axes fondateurs de nos sociétés. Qu'est-ce qui les fonde en société? Qu'est-ce qui les lie en société? Et de renforcer ces liens, de travailler à les renforcer. Et malheureusement, de ce point de vue-là, nos États sont un peu... disons, ils ont des problèmes par rapport à ces démarches-là. Et je pense que la société civile, et j'appelle véritablement la société civile, notamment au Sénégal, puisque je considère comme Mamadou que nous ne sommes pas très loin de la situation que vivent ces pays. Il suffit d'un peu d'insécurité pour que les différences s'y greffent et que le djihadisme arrive et d'autres idéologies. Donc, il faut véritablement aborder ces questions de manière très importante. Très rapidement. Mamadou Seck, vous avez fait tantôt allusion à la situation en Libye, mais pendant que la Russie, la Grèce, l'Allemagne se penchent sur la situation libyenne, l'Afrique est absente. Oui, mais le constat est là. Le constat est là. Absence de vision prospective, absence d'anticipation, absence de réaction. On n'est que des suiveurs. Oui. Et figurez-vous que la plupart des contributions de la lutte contre ce terrorisme-là vient du Nord.
Donc on comprend que finalement, on est des suivistes et il nous faut nécessairement convoquer, et je pense que Cheikh s'est bien positionné là-dessus, c'est la prospective. Oui. Il faut nécessairement convoquer ces disciplines-là pour nous permettre justement d'anticiper certains phénomènes. Le temps qui nous était imparti, Cheikh Gueye, il est docteur Cheikh Gueye, donc chargé de prospective et stratégie à Enda Tiers-Monde, et Mamadou Seck, analyste politique, directeur du cabinet Synapsus Consulting.